merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On aurait été très heureux de vous voir en présentiel physique à Lisbonne. Mais j'ai bon espoir nous avons bon espoir que l'année prochaine, cela puisse se dérouler comme d'habitude. Donc, ce que je vous propose, les élèves, c'est que Monsieur Crétez va commencer la présentation. Donc, tout le monde, comme vous le faites là, on coupe bien les micros et les caméras. Et puis, à la fin de la présentation, par chat, si vous voulez, vous posez vos questions et moi, je joue le rôle de reformulation si nécessaire. Et puis, ensuite, Monsieur Crédès pourra répondre aux questions. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous donne la main. Moi aussi, je vais couper mon micro et ma caméra pour vous laisser tranquille durant ces 20-25 prochaines minutes. Bonne présentation. Bon, merci beaucoup. Je remercie Monsieur Comaille de me donner l'opportunité de présenter ce double diplôme. Moi aussi, j'aurais aimé être présent comme je l'ai été l'année passée. Bon, j'espère que j'ai espoir de revenir l'année prochaine. Voilà, alors donc c'est ce que je vous présente aujourd'hui, donc c'est la double licence droit, économie et gestion de l'université Panthéon-Assas Paris 2. Donc cette double licence est co-dirigée d'une part par moi-même, donc Bertrand Crété, je suis professeur de sciences économiques, et Marie-Hélène Montserrier-Bon, qui est professeure de droit privé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce double diplôme? L'objectif, c'est d'assurer une double formation, à la fois en droit et en économie et en gestion, et d'obtenir au bout de 3 ans une licence de droit et une licence d'économie-gestion. Alors, il s'agit d'obtenir et d'acquérir une véritable double compétence. Vous n'êtes pas moins compétent que les personnes qui font une simple licence lorsque vous en êtes diplômé de ce double cursus. Enfin, c'est un double cursus, mais on a 2 diplômes à la fin. Ce n'est pas une bi-licence ou un bicursus. Enfin, il y a des vocabulaires qui ne sont pas toujours très précis. Là, on fait 2 choses en même temps, mais à la fin, on a donc 2 diplômes. Si vous êtes intéressé par des enseignements diversifiés, des débouchés diversifiés, ben, c'est aussi une bonne formation, puisque évidemment on fait du droit, hein, c'est une matière assez littéraire, mais on fait de l'économie, on fait des mathématiques, des statistiques, de l'informatique. Donc c'est un peu le grand écart. Donc là, c'est pour les personnes qui désirent, enfin qui apprécient les choses diversifiées, c'est un bon diplôme. Alors, juste où se déroule cette double formation? Alors, comme c'est sur 3 ans, les choses sont un peu compliquées parce que la première année se déroule au centre Vaugirard, qui est dans le 15e arrondissement de Paris. Je vous montrerai sur une carte où c'est. Donc voilà, vous voyez, j'espère, sur l'écran l'endroit où ça se trouve, qui était un ancien bâtiment religieux. C'est à côté d'un jardin, c'est dans le sud-ouest de Paris. Tous les étudiants de première année passent par là, que ce soit en droit ou en économie, on commence par ici, et ensuite on a le droit de rejoindre le centre de Paris. Donc là, c'est du côté de alors là, je vais vous donner un plan, j'espère que vous allez le voir comme ceci. Donc là, le centre Vaugirard est là, et notre centre principal, qui est le centre rue d'Assas, il se trouve voilà, près du jardin du Luxembourg. C'est très agréable. Le bâtiment n'est pas très joli, c'est pour ça que je ne mets pas de photographie, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Et puis, donc, il y a le Panthéon qui est par là. Alors là, le Panthéon, c'est quand on fait des études de master, en tout cas quand on est en droit, qu'on va dans cet endroit. Alors, j'en viens maintenant au principe comment fonctionne le double diplôme. Et vous êtes, pour ce qui concerne les cours magistraux, vous êtes comme les étudiants de simple licence, c'est-à-dire que les cours principaux ont lieu en amphithéâtre et vous assistez aux cours principaux comme les autres en amphithéâtre. Ce qui est de particulier, c'est que la promotion des étudiants de double licence est regroupée pour suivre les séances de travaux dirigés. Alors là, donc c'est une salle de travaux dirigés, c'est un peu comme une classe que vous avez au lycée, hein, c'est à peu près le même principe. Donc la promotion se retrouve, vous allez voir assez régulièrement,
Elle est soudée parce qu'elle se retrouve au même endroit, mais uniquement pour les travaux dirigés. Pour les cours, chacun fait un petit peu comme il veut. Alors l'autre principe, c'est que le double cursus s'assoit sur part du principe qu'il faut aménager la scolarité des étudiants pour que ça soit réalisable, que ça soit faisable. Et donc ça se fait de la manière suivante. Bon, il y a des cours qui sont destinés aux juristes, des cours d'économie qui sont destinés aux juristes qu'on ne reprend pas, dont sont dispensés les étudiants du double cursus. Et puis il y a quelques cours plutôt littéraires qui sont destinés aux élèves de sciences économiques qu'on a aussi supprimés. Donc ça fait des heures de cours en moins, mais donc ça permet donc aux étudiants qui suivent le double cursus d'avoir un programme qui est relativement qu'on peut digérer, d'accord. Alors pourquoi pourquoi je parle de digestion? Bon, alors c'est un petit côté classe préparatoire en dehors du lycée. Donc voilà pourquoi. Alors il y a des heures de cours, il y a 18 heures de cours fondamentaux par semaine. Les cours fondamentaux, ce sont des cours qui nécessitent à côté des séances de travaux dirigés. En droit, c'est du droit civil, du droit constitutionnel. En économie, il y a de la microéconomie, de la macroéconomie, des statistiques, des mathématiques, etc. Donc ça, c'est des cours qui se déroulent en amphithéâtre. Puis il y a d'autres cours qui sont pour des matières d'enseignement complémentaire que je n'ai pas repris, des cours que je n'ai pas repris ici. Et donc il faut les travailler, le rythme est assez rapide. Hein. Et puis à cela s'ajoutent 10 heures de séances de travaux dirigés. En gros, il y a 7 séances de travaux dirigés par semaine, droit civil, droit constitutionnel, macroéconomie, etc. Et ce qui est difficile, c'est qu'évidemment, chaque séance de travaux dirigés demande de la préparation. Hein. Comme il y en a 7 à faire, ça demande du travail. Et ces séances, elles ont des contenus qui sont en lien, évidemment, avec les cours fondamentaux. Donc, il faut assimiler le cours, et puis ensuite, montrer qu'on a compris dans ces séances de travaux dirigés. Donc, il y a beaucoup de travail de préparation. Et c'est là où, en fait, il faut travailler en groupe. Hein. Je reviendrai là-dessus, mais les étudiants du double cursus travaillent beaucoup en groupe. Et puis, l'autre difficulté, qui est propre au rythme universitaire, il y a du contrôle continu, mais qui, en fait, se déroule dans les séances de travaux dirigés, qui prennent la forme d'interrogation ou de remise de devoirs, etc. Mais il est appelé contrôle continu, simplement il est discontinu, c'est-à-dire qu'il a lieu en milieu de semestre et en fin de semestre. Par exemple, au premier semestre, il a lieu au mois de novembre, enfin, les interrogations ont lieu au mois de novembre et juste avant les vacances de Noël. Et elles ont lieu dans toutes les matières pratiquement au même moment. Donc, ce qui est difficile, c'est d'avoir assimilé le programme et donc d'être prêt à être, en fait, faire des devoirs corrects dans beaucoup de matières simultanément. Et on n'échappe pas. Pour avoir fait un peu de matière et pour avoir fait un petit peu de matière, il faut du temps et donc on a du mal à faire autrement. Donc ça veut dire qu'il faut assimiler rapidement et puis il n'y a que 2 épreuves et donc il faut les réussir. Évidemment, il y a du contrôle terminal qui arrive en fin de semestre. Par exemple, là, les étudiants ont eu leur partiel, comme on les appelle, au mois de janvier. Donc ça s'ajoute évidemment. Alors, pour suivre le double licence, bon, les qualités qu'il est nécessaire d'avoir, c'est d'être très très autonome, une très grande capacité d'organisation, parce qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait et à faire les choses au moment où elles doivent être faites, hein, sinon on est débordé. Il faut avoir une capacité à travailler en équipe, c'est un point que j'ai mentionné. Pourquoi? Parce que fondamentalement, vous ne pouvez pas réellement tout faire, c'est difficile d'assister à tous les cours, les séances de travaux dirigés. Bon, vous êtes obligé d'y assister, mais c'est difficile de tout préparer tout en même temps, donc il faut se partager un peu le travail. Et donc il faut travailler en équipe. Donc, je ne connais pas pour l'instant de personne qui réussit le double diplôme sans travailler en équipe, ou alors des gens qui sont bien cachés dans ce cas-là.
Et puis, ben, faut pas avoir de défaut, en fait, hein. Il faut être à l'aise en expression écrite et orale, et en mathématiques. En fait, on n'a pas le temps de rattraper. Il y a des choses qui arrivent tout le temps, et donc il faut les assimiler sans difficulté. Et ça implique de partir d'un bon niveau, ou en tout cas d'avoir une motivation qui vous permette donc d'assimiler un peu les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors, quelques mots sur la manière dont on est admis dans la double licence. C'est un diplôme qui est ce double diplôme, il est sur Parcoursup en tant que tel. Ça signifie qu'il est différent de notre licence de droit, il est différent de la licence d'économie et gestion. C'est un diplôme avec sélection à l'entrée. La licence en droit, c'est pas un diplôme avec sélection à l'entrée. On ne prend pas tout le monde parce qu'il y a des capacités d'accueil, hein, mais on ne peut pas refuser du monde. Tandis qu'avec la double licence, là, il y a sélection à l'entrée. La sélection, elle vaut pour l'ensemble des candidatures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contingentement régional. Vous savez que, par exemple, pour la licence de droit, à Paris, on est pratiquement obligé de prendre 80% de personnes qui viennent de l'Île-de-France. J'exagère, mais je crois que c'est un peu plus. Et donc, on est un peu tributaire de l'origine des candidatures. Alors, bon, donc ça veut dire que tout le monde peut, enfin, nous accueillons des personnes qui viennent de partout, que ce soit la banlieue parisienne, la province, l'étranger. Donc en fait, on a quand même beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, des lycées français de l'étranger notamment, et de quelques parties du monde que ce soit, hein. Et on tient à cela, hein. C'est-à-dire que dans une promotion, il y a des gens qui viennent réellement de partout. Il n'y a pas des gens qui viennent uniquement des grands lycées parisiens. Les gens viennent réellement de partout. Donc, voilà, donc ça, je crois que c'est un point important à souligner. Ensuite, alors maintenant, vous allez voir, donc on va avoir des sélections qui sont, enfin, un mode de sélection qui est assez quantitatif, parce qu'il y a trop de candidatures, donc on ne peut pas les examiner dans le détail. On examine les candidatures pour traiter les ex-aequo. Donc, je vous dis ça quand on vous dit de faire des CV, c'est important de faire des CV, mais quand ça sert vraiment à traiter les cas qui sont ex-aequo. Et là, on regarde, c'est bien de faire ressortir sur des CV des choses qui manifestent votre personnalité. Je ne sais pas, moi, si vous faites du parachutisme ou de la pétanque, je ne sais pas quoi, ou de travailler enfin, vous avez une activité dans une association, etc. Quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et qui va vous permettre de vous distinguer. Alors, si vous voyez à l'écran, ce qu'on regarde, ben, ce sont donc les notes qui sont d'abord obtenues dans les matières littéraires, hein, français, histoire, géographie, philosophie, anglais. Alors, bon, on essaie pour le français de prendre en tout cas quand il y avait une épreuve un peu nationale, je ne sais pas comment on va faire cette année, mais on retenait les personnes qui avaient de 2 fois 15, enfin au-dessus de 15, 2 fois, c'est-à-dire plus de 15 à l'écrit en français, plus de 15 à l'oral en français. Sinon, il y a trop de monde, hein. Donc ça, c'est une manière de trier un peu les gens. Et puis surtout, c'est parce que quand on fait le tri des candidatures, ben, c'était à l'époque en tout cas la seule note qui avait été obtenue dans un examen à peu près national. Le reste, bon, ça varie selon les lycées, comme vous le savez. Ensuite, alors il y a les mathématiques. Donc il y a quand même une part importante de mathématiques en sciences économiques. Et il faut, comme je l'ai dit, ne pas avoir faiblesse dans cette matière. Et ce qu'on demande, en gros, c'est que, enfin c'est pas en gros, hein, on demande ça, il faut avoir suivi la spécialité mathématiques en première, et au moins l'option mathématiques complémentaires en terminale. Alors en principe, on ne peut pas suivre, si je ne dis pas de bêtises, on ne peut plus suivre l'option mathématiques complémentaires sans avoir suivi la spécialité en première. Ou alors il y a des lycées qui permettent de tout rattraper. Bon, dans ce cas-là, ça marche. Mais il faut avoir suivi ça. Si vous n'avez pas fait de mathématiques, vous êtes vraiment en difficulté, quoi. C'est très difficile de faire autrement. Et puis ensuite, on regarde les autres spécialités. Alors là, la réforme fait que le champ des spécialités est vraiment très ouvert. Donc on n'a pas de doctrine préétablie, hein, parce qu'il y a une nouvelle spécialité, je pense à l'informatique ou des choses comme cela. Évidemment, on ne va pas rejeter les personnes qui ont fait quelque chose qui ressemble aux sciences économiques, hein, bien entendu, mais ce n'est pas une nécessité. Donc ça nous intéresse
d'accueillir des publics divers, un peu. En revanche, il faut être à la fois bon dans les matières littéraires et puis dans les matières un peu plus techniques. Voilà. Alors, plus concrètement, voilà, une promotion chez nous, ça fait 35 places. Hein, on ne peut pas faire plus pour l'instant. Et puis, donc, on a une petite historique hein, des candidatures, parce que ça fait 2 ans que nous sommes sur Parcoursup. Le diplôme existe, je crois, depuis 6 ans. Avant, on avait une procédure particulière d'admission et on retenait uniquement les bacheliers. Donc la procédure se déroulait au mois de juillet, on avait 300 candidats à peu près. Bon là, la procédure se déroule sur Parcoursup, donc c'est en amont du bac, enfin, pour partir en amont du bac. Et donc il y a évidemment plus de visibilité, donc c'est pour ça qu'il y a plus de candidats. Mais c'est un nombre de candidats qui est quand même en baisse. Hein. Vous voyez, en 2019, il y avait presque 5700 candidats, donc là ça a chuté l'an dernier, on est à 2068. Bon, il reste 35 places quand même. Alors, ce qu'on fait, c'est que il y a une liste d'attente. Hein, donc, il établit une liste d'attente d'à peu près 375 personnes l'année dernière. Et puis, en fait, avec le jeu de Parcoursup, eh bien, il y a un truc qui est assez terrible qui se produit, c'est qu'on ne descend pas assez vite dans la liste d'attente. Hein, il y a des gens qui prennent leur temps à réfléchir, et donc on arrive assez rapidement à la fin du premier tour. Et donc, toutes les personnes qui étaient classées au cours du premier tour, eh bien, elles sortent un peu du jeu. Et puis les places qui ne sont pas remplies, il y en avait 3 ou 4 hein, qui n'étaient pas pourvues, et qui auraient dû l'être, hein, qui l'ont été au mois de septembre. Il y a un second tour au mois de septembre avec Parcoursup, hein, qui est destiné à toutes les personnes qui n'ont rien obtenu. Bon, et là, on a fait un second tour, et puis voilà. C'est comme ça qu'on a fini par avoir nos 35 personnes. Alors, il y a beaucoup de monde, mais en fait, les personnes qui candidatent, elles candidatent probablement toutes à peu près au même type de formation, en Sciences Po, Dauphine, des classes préparatoires, etc. Donc, quand les résultats arrivent, il y a des désistements, etc. Donc, c'est pas facile de rentrer, mais d'un autre côté, bon, si quelqu'un qui a des très bons résultats, c'est pas non plus impossible avec ce jeu un petit peu de répartition des candidats excellents entre tous les établissements qui essaient de les accueillir. Alors, bon, quelques mots sur les débouchés. Qu'est-ce qu'on fait au bout des 3 ans? Alors, entre parenthèses, un point qui est intéressant, c'est qu'en 3e année, on peut partir à l'étranger. Donc, on peut essayer de se frotter à un autre droit. Donc, ça arrive. Alors, on fait des choses un petit peu aux petits oignons pour les candidats, parce que c'est très rare les formations qui offrent 2 diplômes et de suivre 2 diplômes, donc c'est pas facile ça à trouver. Donc en général, ce qui se passe, c'est que par exemple, les gens vont faire une licence, la 3e année de licence de droit à l'étranger, je sais pas, en Espagne ou en Australie, ou peu importe, et vous revenez quand même passer les examens d'économie à Paris. Bon, en ce moment, une partie, enfin, il faut revenir parce que tout ce n'est pas à distance. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça permet nos étudiants d'aller découvrir d'autres droits. Alors sinon, je reviens au débouché. Alors il y a une partie des gens qui choisissent de rejoindre des écoles de commerce. Bon, tout le monde n'a pas HEC ou l'ESSEC. Il y en a quelques-uns qui sont partis à l'EM Lyon. Je ne connais pas toutes les écoles que les gens ont obtenues, mais c'est ce qu'ils m'ont signalé quand ils l'ont fait. Il y en a beaucoup qui essaient d'intégrer les masters de ce que j'appelle les grands établissements, comme Dauphine et Sciences Po. Hein. Bon, donc Sciences Po attire beaucoup, hein, parce qu'il y a un master droit finance, parce qu'il y a des journalismes, enfin, etc. Et puis il y a nos étudiants intègrent aussi les masters des grandes universités, ou les grands masters des petites universités, peu importe, c'est les petites entre guillemets bien sûr. Et alors une partie importante part faire du droit des affaires, notamment chez nous, enfin à Paris 2. Quelques-uns rejoignent d'autres universités. Alors, il y en a qui vont faire de l'économie à Toulouse. Enfin, tout simplement, c'est très divers. C'est vraiment très, très divers.
Et puis, donc, il y a quelques-uns qui ont aussi entamé un double master, là, qui poursuivent la double licence en double master chez nous, donc à Paris 2. Alors, ce qui est important en matière de débouchés, et là, je me permets d'élargir peut-être un petit peu mon propos, c'est bon, évidemment d'essayer de faire la formation de second cycle à laquelle vous aspirez. Mais pour y réussir, il faut avoir vraiment une scolarité au cours des 3 premières années d'université qui se remarque. Et elle se remarque tout simplement en obtenant des mentions. C'est le même principe que le bac, mais sauf que c'est durant les premières années. Et c'est très important d'avoir des mentions au cours de ces 3 premières années, parce que c'est ça qui va vous distinguer des autres étudiants. Et c'est le fait d'avoir suivi des mentions, enfin, le fait d'avoir obtenu une mention, qui va permettre de vous distinguer de la concurrence, si je puis me permettre de parler comme ça. Les mentions ne sont pas faciles à obtenir. Enfin, c'est réalisable, mais ce n'est pas si facile que ça. Et en particulier chez nous, ce n'est pas très simple. Mais c'est très important. Hein. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir obtenu, par exemple, 2 licences pour être admis partout. Non, il y a des endroits qui sont encore plus exigeants, qui exigent des mentions. Voilà. Donc, ce qu'il faut viser, ce n'est pas simplement avoir 2 licences, c'est avoir 2 licences avec des mentions, peut-être pas toutes les années, mais à certaines années. Hein. Et ça, c'est évidemment doublement difficile. Mais enfin, on a des étudiants qui arrivent, hein, donc ça, c'est possible de le faire. Alors pour quand même vous donner une idée de ce qui se passe, hein. Donc là, à partir de l'année prochaine, je crois qu'à peu près partout en France, l'accès au master se fera avec sélection à l'entrée en deuxième année de master, enfin, pardon, en première année de master, c'est-à-dire juste après la licence. Une fois qu'on a obtenu sa licence, on candidate à un master qui dure 2 ans. Et là, les accès sont de fait sélectifs. D'accord ? C'est-à-dire que tous ces masters ont des capacités d'accueil, et comme il y a une demande qui est supérieure à la capacité d'accueil, de fait, il y a sélection. Juridiquement, on n'a pas le droit de dire non à un candidat, simplement, comme il y a beaucoup de candidats, on les classe, et donc ça revient en fait à ce qu'il y ait une certaine sélection. Alors pour vous donner une idée, à Paris 2, et ça vaut pour tous les masters parisiens, des universités parisiennes pratiquement, les taux de sélection, c'est à peu près 10%. Hein. Des fois c'est moins, des fois c'est légèrement plus, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Hein. Donc ça veut dire que c'est pas facile d'accès. Le master, c'est pas facile d'accès. Donc même les masters qui ne sont pas les plus connus ou qui sont nouveaux, etc., ils ont des taux comme ça. Donc c'est très important, lorsque vous entamez des études à l'université, d'avoir en vue que pour faire ce que vous voulez faire, eh bien, il faut viser ces mentions. Voilà. Alors, j'ai presque terminé. Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site de l'université. Alors, bon, là, je vous ai mis l'arborescence. Je pense que il y a moyen que vous puissiez avoir mon diaporama. Je le ferai parvenir à M. Comaille si vous souhaitez l'obtenir. Donc là, sur le site de l'université, vous allez obtenir il y a une plaquette, un PDF d'une plaquette, et puis il y a le détail des cours. Que fait-on à quel moment, etc. Et puis surtout, vous avez aussi, comme source d'information, le site de l'association des étudiants, là, du double diplôme, des 3EG. Et puis alors, il y a quelque chose qui est sur Facebook. Comme je n'ai pas Facebook, je ne peux pas vous en parler. Enfin bon, si vous pouvez avoir d'autres renseignements, et notamment des témoignages d'étudiants qui vivent un peu ça. Parce que donc moi, je suis co-responsable du double diplôme. Mais le principe du double diplôme, c'est que c'est un diplôme universitaire, et donc les étudiants sont autonomes. Il n'y a pas de professeur principal, il n'y a pas de colle, donc les étudiants, c'est pas qu'ils se débrouillent, ils s'organisent eux-mêmes. Ils sont responsables, ils s'organisent eux-mêmes. Et en réalité, la promotion des étudiants du double diplôme, elle est soudée. Comme je vous l'ai dit, elle s'organise elle-même, elle encaisse les chocs, les partiels, etc., groupés. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, et je suis à votre disposition si vous désirez obtenir des renseignements complémentaires. J'espère que vous m'avez entendu et que j'ai été à peu près clair.
Alors, merci beaucoup, hein, oui, vous avez été très clair. Moi, j'en ai appris pas mal aussi parce qu'effectivement, quand vous étiez venu, je n'avais pas eu la chance de participer à l'ensemble de votre présentation. J'ai appris pas mal de choses, notamment sur la configuration et la pédagogie de ce type de formation. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des élèves qui souhaitent poser une première question? Ou sinon, je vais peut-être moi poser une première question et puis ensuite les élèves vous participerez. Donc, concernant les spécialités, on a bien compris la nécessité d'avoir les mathématiques, notamment en première. Donc, la spécialité maths en première, puis soit maths en terminale, soit au moins l'option maths complémentaire. Vous évoquez les SES, mais ensuite vous ne l'évoquez pas comme une nécessité absolue. Donc, est-ce que ça veut dire qu'un élève qui, par exemple, prend histoire géosciences politiques ou un élève qui éventuellement aurait pris une matière scientifique en spécialité pourrait avoir un dossier qui est recevable? Ouais, non, c'est pas. En fait, on essaie de jouer d'une certaine manière, on essaie de jouer le jeu de la réforme. La réforme permet aux élèves de choisir vraiment une très grande diversité, enfin au moins en théorie, une très grande diversité de spécialités qui sont censées, j'espère, refléter une certaine motivation. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le fait que quelqu'un ait été motivé pour étudier d'une manière un peu approfondie une spécialité. C'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est pas parce qu'on a fait une spécialité au lycée que ça détermine tout ce qu'on fait après dans le reste de la vie. Hein. Donc, on a le droit d'être curieux, on a le droit de changer de point de vue. À mon avis, c'est pas gênant. D'accord. Donc ça c'est une information qui est intéressante parce qu'effectivement, ça laisse la porte ouverte à des élèves qui, en terminale, ont par exemple, je sais pas moi, l'option, enfin, excusez-moi, qui ont la spécialité maths et physique et qui se disent, bon, bah, finalement, j'ai compris que le droit et l'économie, c'était des domaines qui m'intéressaient, je peux me Oui, permettre bien de sûr, oui. continuer. Ouais, typiquement. Oui. Ouais, typiquement. D'accord. Alors, une autre question aussi que l'on se pose, c'est donc en terminale, maintenant, on a une option qui a été ouverte notamment au lycée français Charles Lepierre qui s'appelle Droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc, c'est une option de 3 heures. Bon, je dirais, c'est une première sensibilisation. Bon, c'est 3 heures quand même, mais c'est une première sensibilisation au droit privé, droit public, etc. Est-ce que ça peut faire un plus dans un dossier qui est déjà bon? Ça fera pas. C'est pas. Je suis pas sûr que ça fasse un plus. C'est pas un moins non plus. Je suis pas complètement certain que ça fasse un plus. Pourquoi ça fera pas un plus? Parce qu'en fait, pour l'instant, je pense que les juristes sont pas appropriés ce truc-là. Mes collègues juristes sont pas appropriés ce truc-là. Nous, économistes, on sait qu'il y a de l'économie au lycée. Là, les juristes sont en train de découvrir qu'on parle de droit au lycée, ce qui est très nouveau. Donc, je ne sais pas encore comment ils vont apprécier ceci. Alors, pour ce qui nous concerne, on est neutre, disons. Pour l'instant, on est neutre. Mais ça témoigne, c'est vrai, de la part d'un élève, d'un intérêt pour le droit. En ce sens-là, ça peut être un plus. Ouais. J'essaie d'être prudent, hein, je ne sais pas si vous avez Oui, remarqué. oui, bien sûr, oui. Oui, non, mais bien sûr, mais de toute manière, on comprend bien, hein, on est dans une période de réforme qui n'a débuté enfin maintenant, là, c'est la première génération des La élèves première génération. voilà, donc La vraie première effectivement, génération. on va voir un peu comment réagissent aussi les universités par rapport à ces enseignements de spécialité. Mais donc, on comprend bien, on en est, je crois, à notre 15e conférence, là, ou 20, Ah, enfin je oui, suis désolé, oui. donc en fait, on sent bien aussi que il n'y a pas d'avis très tranché encore. Hein. Alors, à part peut-être quelquefois dans les classes prépa ou alors dans les écoles d'ingénieurs, on a vu des avis un peu plus tranchés sur les spécialités. Je dirais, les licences pluridisciplinaires, double licence, bilicence, c'est un peu moins tranché quand même. Sauf une constante quand même sur l'économie, les mathématiques qui restent enfin, indispensable en première, voire en terminale. Ça, c'est une constante. Oui, alors on n'a pas besoin d'avoir fait la spécialité maths en terminale, qui est peut-être beaucoup plus exigeante, mais il faut il faut quand même avoir fait des mathématiques de manière un peu régulière. Donc le programme de première est un peu plus dur que ce qui existait auparavant, et dégoûte, j'ai l'impression, quand même, quelques étudiants.
Mais c'est pas plus mal non plus d'avoir fait un. Enfin, on regarde du programme, hein, c'est ça mon avis. C'est pas plus mal d'avoir fait des maths à un niveau légèrement plus élevé qu'auparavant, parce que ça va quand même permettre aux personnes qui nous rejoignent d'être plus à l'aise. Parce qu'en fait, bon, je dis des choses hein, de manière très approximative, hein, j'en ai conscience, mais en gros, la spécialité, pardon, l'option maths complémentaire, c'est pas loin de spé-maths, disons, c'est pas très loin de spé-maths. Et avoir fait un petit peu de maths en première et l'équivalent de spé-maths, ça permet aux étudiants d'aborder les études d'économie dans des conditions qui sont confortables. Sachant qu'on reprend évidemment tout le monde. Hein, en première année en mathématiques, on reprend tout le monde. Et le fait d'avoir fait un peu de mathématiques, ça avantage certaines personnes. La différence entre ceux qui en ont fait beaucoup et ceux qui n'en ont pas fait beaucoup, c'est que ceux qui n'ont pas fait beaucoup de mathématiques, donc ont fait des choses littéraires, notamment de l'économie par exemple, eux comprennent pourquoi qu'on fait des calculs et les conclusions qu'on peut tirer une fois qu'on a fait les calculs. Et ceux qui ont fait des maths, ben, ils font les calculs, mais souvent ils ne savent pas quoi en faire. Et donc c'est pour ça que ça s'équilibre. Et puis au bout d'une année, les, On vous a perdu. Ah, votre micro est coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, là c'est bon. Vous m'entendez là? Je suis désolé. Oui, là c'est bon. On vous a perdu quelques secondes, mais c'est bon. Ok. Alors je n'ai pas parlé pendant, je me suis aperçu que j'étais plus en ligne. Oui, 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 non, il y a eu une petite coupure, très bien. Les élèves, parmi les participants, est-ce qu'il y a une question que vous souhaiteriez poser en plus que ce qui avait été proposé ou par rapport à l'intervention de Monsieur Crétez? Est-ce que vous pouvez participer via le chat ou intervenir à l'oral? Est-ce que vous m'entendez? alors, Margot, Inès, Chana, Teresa, est-ce qu'il y a des questions? Alors, quel type de mathématiques abordez-vous dans ce double cursus? ah ben, c'est la même chose que qu'en sciences économiques, licence de sciences économiques normales. Hein, il y a de l'analyse que vous voyez en terminale, en gros, hein, des fonctions, il y a des limites, on dérive. Il y a un peu d'algèbre linéaire, je ne sais pas si vous en avez fait, des matrices. Bon, l'idée, c'est que si vous voulez représenter ou étudier un phénomène économique qui est compliqué, donc s'il y a des variables qui sont interreliées, ben, ça se décrit bien, enfin ça peut se décrire bien avec un système d'équations. Donc voilà, donc on a besoin de systèmes d'équations. Alors les systèmes d'équations peuvent être linéaires ou pas. Et puis on essaie de représenter certains comportements par des problèmes d'optimisation, de maximisation. Donc ça revient à faire un petit peu d'analyse. Et ensuite on fait aussi pas mal de statistiques. Alors ça reprend des choses que vous voyez, hein, en statistiques descriptives, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est une fois que vous observez quelque chose, est-ce qu'on peut tirer des informations sur la loi aléatoire qui engendre ce que vous observez? Donc on essaie de faire ce qu'on appelle de l'économétrie. On essaie de tirer des informations un peu quantitatives de ce qu'on observe. C'est le type de mathématiques que l'on fait. Donc on ne fait pas des mathématiques pures. Hein. On ne forme pas des mathématiciens. On forme les gens aux mathématiques que les économistes utilisent. Les mathématiques, ça fait partie du langage des économistes. Et donc c'est nécessaire de le maîtriser, ce langage, et on enseigne juste ce qui est nécessaire pour comprendre ce langage. Voilà. Très bien, merci. Alors aussi une question vous évoquiez en licence cette possibilité d'aller faire, alors, soit du droit, soit de l'économie à l'étranger. Ça, ce serait dans le cadre d'Erasmus. C'est plutôt propre au droit ou aux sciences économiques, ou ça peut être l'un ou l'autre? Ça peut être l'un ou l'autre. J'ai des accords, si vous voulez, par exemple, j'ai un accord avec Bologne, et puis j'en ai un en vue en Espagne, où il y a des endroits où on peut faire un double diplôme, où c'est prévu de faire un double diplôme, mais c'est quand même relativement rare. Et puis alors ensuite, ce qui est difficile, c'est, par exemple à Bologne, ça se fait en anglais, donc ça va.
Mais faire un double diplôme, notamment en droit, dans une certaine langue nationale, sauf si on est bilingue ou trilingue, c'est compliqué. Oui, Donc, c'est complexe. alors en général, vous voyez, quand vous faites des sciences économiques, ça va être en anglais, donc vous pouvez aller à peu près partout. Si vous voulez faire ça en droit, oui, si vous n'allez pas dans les pays anglo-saxons, à moins d'être bilingue, ça va pas être simple. Les élèves, une autre question sur le contenu des unités d'enseignement, sur... Non? Moi, j'aurais une question. Oui, vas-y Inès. Allez-y. Bonjour. Est-ce que le projet professionnel, vous le prenez en compte pour les admissions ou pas? C'est pareil, on va le lire essentiellement pour traiter les ex-aequo. En fait, voilà, essayez de vous mettre à notre place. Vous voyez, il faut qu'on trouve... je me mets à la vôtre, hein, parce que j'ai des enfants, donc je vois à peu près comment c'est. Il faut qu'on trouve 35 personnes dans plusieurs centaines de candidats. Donc, on utilise des filtres. Donc, les notes sont un filtre. Puis ensuite, quand vous faites des calculs avec des notes, vous avez des gens qui sont ex-aequo. Des fois, vous avez 5 personnes ex-aequo. Et donc, il faut trier dans ces personnes. Donc, c'est là où on regarde un peu dans le détail ce que vous avez fait. Sinon, on ne peut pas faire de choses très fines, c'est-à-dire regarder vraiment les CV, les projets, enfin, toutes les informations qui sont données. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, hein, comment on les fait. C'est pour... Voilà. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de dire ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est pas la peine de prendre des lettres bateau. On trouve des lettres de motivation, des trucs comme ça sur Internet. Bon, ça sert pas à grand-chose, en fait. Parce qu'on va lire en diagonale, on va essayer de trouver quelque chose qui sort un petit peu du commun. C'est ça qui va nous permettre de trier, en fait. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, Inès ou Margot ou d'autres élèves? Non? Bon, écoutez, s'il y a plus de questions, on arrive à 3/4 d'heure d'échange. Merci beaucoup pour votre implication, pour la présentation qui est très claire. Effectivement, on est très intéressé d'avoir votre support, ce qui permettra aux élèves de le regarder pour ceux qui n'auraient pas pu assister. Puis moi, aussi en tant qu'enseignant de sciences économiques et sociales, mais aussi en tant que responsable de la partie orientation, ça peut aussi m'aider parce que je m'y perds un peu. Et là, c'est très clair sur ce que vous attendez. Donc, je peux aussi le présenter plus facilement à mes élèves lors d'entretiens d'orientation. Écoutez, réciproquement, moi j'ai mis du temps à me plonger dans la réforme du bac. et pendant un certain temps, c'était pas d'une très grande clarté. Là, maintenant, ça va, on commence à peu près à comprendre. Enfin, je suis pas du tout à l'aise encore avec le contrôle continu, enfin l'équivalent du contrôle continu, là, qui est censé être organisé bientôt. Là. Ça, vous voulez dire à la place des épreuves du mois de mars? Ouais, voilà. Oui, c'est... Bon, en tant qu'enseignant, effectivement, moi je enseigne effectivement en terminale, on est tous un petit peu... oui, ça va être compliqué parce on s'était préparé, on préparait les élèves aux épreuves du mois de mars, et donc là on se retrouve sur un contrôle continu. Bon, surtout si on repart sur des périodes de confinement, effectivement, ça va être effectivement compliqué pour nous, mais je comprends tout à fait que pour vous, ça va également l'être, dans la mesure où, bon, on ne sait pas ce qui va être très représentatif. On n'a plus de point de repère. Hein. On n'a vraiment plus de point de repère. Là, on a plus vous-même, effectivement, pour les repères. Oui, c'est vrai qu'une épreuve nationale a toujours ce grand mérite d'être. On a des critères qui sont très clairs et. Non, mais enfin, on a des informations. Par exemple, on sait si on se base sur les statistiques de succès au bac ou le nombre de mentions, pourcentage de mentions obtenues au bac par établissement, on a ce genre d'informations. Mais c'est tout ce qu'on a après. Hein. Je comprends tout à fait que la période à venir va être complexe pour les sélections, en tout cas. Ouais. Donc, on est en train de tâtonner des deux côtés. Hein. Bien, merci beaucoup pour votre implication.
Et puis, je mettrai en ligne votre présentation. Et puis, on se recontacte en début d'année prochaine scolaire pour une éventuelle organisation en présentiel. Et puis, j'ai votre contact. Donc, j'ai souvent des questions sur les doubles licences. Donc, je n'hésiterai pas à revenir vers vous s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires pour approfondir. D'autant plus que je sais effectivement que dans les lycées français à l'étranger, je me rappelle d'une ancienne élève du lycée français de Londres qui avait assisté à qui a suivi votre double licence, c'est même elle qui m'en avait parlé. Je sais c'est ce type de double licence, et notamment celle-ci, attire beaucoup nos élèves. Donc, merci beaucoup de l'avoir présenté. C'est moi qui vous remercie de votre implication et de votre dévouement, c'est bien. Merci beaucoup. Et donc, on vous souhaite une très bonne journée, et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.